Bonjour et bienvenue dans votre émission Poitou Pop, émission un peu spéciale aujourd'hui, elle est rabotée d'une demi-heure mais c'est pas grave, on est là quand même pour vous parler marxisme et pour vous apprendre à manger du bourgeois parce que les ondes radio n'existent pas uniquement que pour RMC, Europe 1 et Pascal Pro. Alors voilà, toutes les 2 semaines nous nous retrouvons sur cet horaire pour parler dans votre belle émission Poitou Pop. Alors aujourd'hui, dans la continuité de notre dernière émission où il y avait notamment le MODEF, nous faisons une émission portée sur l'agriculture et notamment le syndicalisme dans le monde agricole. Et pour cela, nous avons avec nous aujourd'hui Thomas Bartou, bonjour, de la Confédération Paysanne. Bonjour. Alors, pour nous accompagner dans cette émission, nous avons également Edoui Pleiner qui est à la technique. Bonjour. Nous avons Arthur pour faire une chronique en fin d'émission sur le cinéma. Et enfin, nous avons Yurigan qui va lui aussi commencer par une belle chronique. Bien le bonjour. Ouais, bonjour. Et donc voilà, une demi-heure qui s'annonce devant nous des plus chargées, mais bon, ça va être bien sympa. Et donc avant de commencer cette émission, nous avons une première chronique de la part de Yurigan qui veut nous parler de cette satanée guerre que nous promet Macron. Macron, nous Attends, je crois qu'il y a eu quiproquo quand tu m'as annoncé ta chronique. Alors, c'est qu'en fait, il va falloir s'entraîner et se mettre au pas, parce que vous les entendez un peu les bruits de bottes là. Après France Travail, après le réarmement démographique, voici le versant patrie de la politique macronienne. Travail, famille, patrie. Ça me rappelle un truc, mais j'arrive plus à savoir quoi. Bon, en tout cas, notre chef suprême des armées aimerait bien qu'on parte en guerre. Bah, vas-y, Manu, on te regarde. Hein. Pars au front avec tous tes potes qui en ont envie. On vous regarde. Mais par contre, laissez-nous tranquille. Cette guerre, on n'en veut pas. Ni de celle-là, ni des autres d'ailleurs. En vrai, je suis super inquiet. L'Allemagne veut redevenir la première puissance militaire européenne. Macron veut investir toujours plus dans l'armement et l'armée. C'est très inquiétant. Les néo-nazis et les néo-fascistes sont aux portes du pouvoir quand ils ne sont pas carrément déjà au pouvoir. États-Unis, Italie, bref. La liste est longue. Mais pourquoi diable veulent-ils nous envoyer à la guerre tous ces suppôts du capital ? Le capitalisme est en crise. La baisse tendancielle des taux de profit le pousse dans ses derniers retranchements et la guerre a souvent été une solution aux crises du capitalisme. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Ah oui, alors baisse tendancielle du taux de profit. J'en vois quelques-uns qui grimacent à l'autre bout du poste de radio. Bon, pour celles et ceux qui n'ont pas fait Marx LV2, la baisse tendancielle du taux de profit, c'est un truc assez simple. Je vais essayer de vulgariser. Quand tu es un capitaliste et que tu as une entreprise, en gros, pour produire des trucs, tu as ta masse salariale que tu peux ajuster et tu as des coûts incompressibles, donc ton matos, tes locaux, etc. Bon, bah, ton taux de profit, c'est combien tu vends par rapport à combien ça te coûte. Les machines et les autres trucs incompressibles, bah, tu peux pas y faire grand chose. Si un robot il te coûte 100 pour produire 1000, à moins de changer de robot, bah, il te coûtera toujours 100 pour produire 1000. Alors que ta masse salariale, bah, tu peux la remplacer par des machines, tu peux virer des gens, tu peux faire baisser les salaires. Sauf qu'à un moment, s'il te faut une personne pour 10 machines, bah, t'es bloqué. Donc quand tu peux virer tout le monde et tout, bah, ça va, ton taux de profit peut continuer à augmenter. Ouais, parce qu'un capitaliste, il veut pas juste une affaire rentable. Il veut une affaire de plus en plus rentable chaque année. Sinon, à un moment, bah, tu finis bouffé par la concurrence. C'est comme ça que ça marche. Donc, une fois qu'ils ont viré tout le monde ou que les salaires sont tellement bas qu'ils peuvent plus les baisser, bah, c'est la crise. Et bah, ça, dans le capitalisme, ça se produit de manière assez cyclique. S'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont fait Marx LV1 et qui trouvent que j'ai dit n'importe quoi, bah, n'hésitez pas à nous le dire, c'est en commentaire sur YouTube, sur nos réseaux. Bon, parce que le capitalisme, ça lui suffisait pas en fait de nous faire crever de la pollution, de nos conditions de travail, etc. Je rappelle, il y a en gros 10 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres dans notre pays, et qu'on peut estimer à 25 à 30 millions de personnes qui meurent à cause du capitalisme dans le monde en prenant les mêmes méthodes de calcul éclatées au sol que celles qui ont servi pour le livre noir du capitalisme et les 100 millions de morts sur toute la durée de l'URSS. Donc en 4 ans, on a déjà battu les morts du communisme. Ça, c'est de la compétition, ça. Voilà, ça, c'est de la compète. Visiblement, ça leur suffit pas et ils veulent mettre l'accélérateur sur ça aussi. Donc bon, bah, courage à toutes et tous. Et si on vous parle de guerre, parlez de paix. Les gens qui vous disent que pour avoir la paix, on prépare la guerre sont des abrutis. Pour avoir la paix, on prépare la paix. Merci beaucoup pour ces... Merci beaucoup pour ces saintes paroles. Le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. C'est toi en plus. Et l'autogestion, c'est ce qu'on va revendiquer aujourd'hui sur Radio Pulsar, mais on va revendiquer avant tout le syndicalisme paysan. Et donc là, je me retourne à nouveau vers toi, Thomas. Donc le syndicalisme qui est plus que d'actualité, notamment avec les élections qu'il y a eu récemment dans les chambres d'agriculture. Alors au niveau du département, qu'est-ce que ça a donné déjà ? Alors au niveau du département, notre syndicat Confédération Paysanne a réussi à se maintenir de manière représentative, puisque on est toujours présent à la chambre d'agriculture avec 2 postes. Par contre, c'est la coordination rurale qui a conforté son assise à
à la Chambre d'agriculture, qui était déjà qui s'occupait déjà de la Chambre d'agriculture depuis un mandat et qui a renouvelé après ces élections de nouveau son mandat. C'est pas hyper satisfaisant. La coordination rurale fait le même constat que l'ensemble de nous tous sur la situation de crise que vit le milieu agricole, mais n'a pas la même lecture sur l'origine des problèmes et surtout sur les solutions à apporter. On est sur des constats qui sont relativement similaires à ce qu'on peut voir dans la société civile avec la montée du fascisme, oui, comme tu venais de le dire à l'instant. Oui, vu que la coordination d'Art Rural est avant tout un syndicat agricole d'extrême droite. Et donc justement, comment est-ce que aujourd'hui, quelles sont les revendications de la part de ton syndicat? Donc il y a notamment le fait d'avoir des circuits un peu plus courts, de sortir des grandes distributions et d'essayer d'être de plus terre à terre avec ce qu'on produit. Alors on appelle ça, nous, de relocaliser l'économie sur le local. Quand on parle de circuit court, c'est un des biais pour relocaliser l'économie sur le local, mais pas l'unique solution. L'idée, c'est de sortir des logiques de marché. Relocaliser, c'est continuer à permettre des agriculteurs de pas forcément, parce que les circuits courts, ça implique chez les paysans d'avoir un deuxième métier qui est celui de commerçant. Tout le monde n'est pas forcément adapté pour ça. Les coopératives aujourd'hui sont dépendantes des grands groupes. Elles ne favorisent pas la souveraineté alimentaire puisque l'objectif essentiel c'est de vendre sur les marchés internationaux et de rendre dépendants les agriculteurs au prix au prix et au jeu de ces marchés. Nous, ce qu'on pense que sur ces circuits semi-longs, c'est de redonner le pouvoir aux agriculteurs en remettant en place des petites coopératives locales avec l'objectif de travailler en amont, donc sur l'achat des céréales avec des producteurs locaux et après revendre les céréales sur un marché ultra local. On peut imaginer des micro-meuneries à l'échelle d'un département qui approvisionneraient les boulangers et de ce département, et en faisant abstraction de tout ce qui est agroalimentaire, qui est aussi l'un des fléaux qui fait qu'aujourd'hui les agriculteurs n'ont plus de revenus. Ouais, et alors justement, comment on fait aujourd'hui pour faire entendre ces revendications quand on est syndicaliste à la Confédération paysanne? Derrière ma question, il y a la tension derrière l'action syndicale. On sait qu'il y a eu en général, quand c'est la Confédération paysanne qui manifeste, l'État se comporte pas de la même manière que quand ça va être la FNSEA ou la coordination rurale. Il y a une montée des violences dans toute la société et donc aussi à l'encontre des progressistes qui sont des agriculteurs et des agricultrices. Donc comment vous vous organisez de ce côté-là Alors si tu me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis en termes de violence, c'est le moment de rendre hommage à notre collègue paysan corse, Pierre Alessandri, qui vient d'être assassiné. On n'a pas les éléments, on pense essentiellement à son entourage, à sa famille. On sait que Pierre a beaucoup lutté sur la spéculation foncière en Corse, qu'il a lutté aussi pour soutenir les contrôles de l'État en direction des paysans qui utilisent fortement les ressources financières de l'Europe. Donc à partir de ce moment-là, on est tous d'accord que ça nécessite un contrôle pour une utilisation saine. On ne sait pas si c'est pour ça, mais en tout cas, probablement, il y a des raisons. Alors, on pourrait imaginer que c'est effectivement lié à un territoire sur lequel ce type de pratique est courante, mais il y a fin janvier, notre collègue de Charente, Paul François, a été agressé, lui aussi, celui qui avait réussi à attaquer Monsanto, à faire condamner Monsanto, pardon. Oui. Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération paysanne dans les Deux-Sèvres, reçoit en permanence des SMS de la part des autres syndicats, des SMS du genre « La fête sera chaleureuse dans ta ferme
un de ces soirs. Ouais, donc on n'est pas loin de la menace, quoi. Voilà, on est sur la menace. Un camarade de Sudrail qui a été attaqué à 17h parce qu'il porte un t-shirt Sudrail en plein Paris. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça pose question parce que mourir pour des idées, visiblement, c'est pas de mort lente actuellement. Donc on s'attaque à notre intégrité physique et puis on parle pas. Vous avez reçu les jeunes qui ont 20 ans à Sainte-Soline. Là, c'est l'État. Donc les violences sont partout. S'engager politiquement dans un syndicat aujourd'hui, c'est entre guillemets assez courageux. Donc nous, on continue et on lâchera pas l'affaire. On sera toujours là pour se battre contre ceux qui nous oppressent. Comment toujours par le biais de notre capacité, en étant toujours représentatif dans les institutions, à aller siéger dans toutes les organisations, les organisations là, sur la SAFER autour des terres, sur l'attribution sur les projets agro-photovoltaïques sur lesquels on est totalement opposé, qui sont un moyen de spéculation sur les terres, encore une fois, et puis un miroir aux alouettes, parce que pour les agriculteurs qui sont très en difficulté aujourd'hui, un éleveur fait 10 000 euros de revenus annuels. Là, on leur propose 30 000. Ils y vont tous. 60 dossiers déposés dans la Vienne en 2024. 4 retenus. Donc, ça crée des espoirs aussi. Donc, on siège dans ces structures-là. Après, on essaie aussi de mettre en place des expérimentations. Donc, vous avez certainement entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Ouais. Il y a eu une conférence d'ailleurs à la fac vendredi dernier par un des camarades communistes qui voulait mettre ça en place. Il est venu à Poitiers pour en parler. C'était vachement intéressant justement ce principe de sécurité sociale à l'alimentation. Et donc du coup, peut-être tu peux nous en parler un peu plus sur le pourquoi du comment est venue cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. En fait, c'est venu du constat que d'un côté, la population, a le droit à l'alimentation, et l'alimentation saine. On n'est pas juste à dire, comme ce que proposent aujourd'hui les épiceries sociales, qui sont nécessaires, mais on vous apporte à manger. Non, on doit vous apporter à manger de qualité. Par exemple, aujourd'hui, on a une recrudescence du scorbut. Plus scorbut. C'est lié au défaut d'approvisionnement, d'alimentation des gens, notamment en fruits et légumes. On constate ça. Les gens n'ont pas de moyens ou pas suffisamment de moyens pour avoir accès à cette alimentation, ou ne réfléchissent pas suffisamment à leur alimentation, on ne leur donne pas l'opportunité de le faire. Et de l'autre côté, on a des paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur production. Donc comment lier ces deux aspects ? Donc la réflexion, elle part clairement du même principe qu'il y a à la fin des années 40, début des années 50 sur la mise en place de la sécurité sociale. On part sur le même principe. L'idée, aujourd'hui, alors elle est émergente, c'est que des réflexions dans tous les réseaux. Il s'agit d'associer énormément de monde sur le projet pour arriver à faire quelque chose de très démocratique. L'objectif, c'est vraiment de mettre ensemble les gens autour de la table pour construire, comme ça avait été le cas, mettre un maximum de personnes pour construire quelque chose de solide. Dans la Vienne, on en est à la phase 0, c'est-à-dire la phase rassembler un maximum de partenaires autour de la table. On travaille avec des associations comme l'Éveil, qui s'occupent des personnes en insertion, avec nos partenaires, les organisations salariales, etc., les syndicats, puisque c'est hyper important aussi pour nous de s'associer aux syndicats de salariés. Donc sur le projet, on est à la phase d'émergence, de discussion, de construire qu'est-ce qu'on veut comme alimentation. Donc l'objectif de la SSA, elle s'appuie, de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est s'appuyer sur 3 principes. Le premier principe, c'est l'universalité. C'est-à-dire que comme la sécurité sociale, c'est pas un projet qui concerne uniquement des personnes en difficulté. C'est pour tout le monde. Un chèque, on va dire, c'est ce qui se passe comme expérimentation, notamment du côté de Montpellier. Un chèque de 150 € par mois, par personne, enfant y compris, 150 x 5 sur un foyer de 5 personnes, d'accès à une alimentation. Après, comment ? Une alimentation déterminée par les acteurs. C'est-à-dire que ça va réfléchir qu'est-ce qu'on veut manger. On met tout le monde autour de la table et c'est aux gens de déterminer vers quoi ils veulent aller. Le deuxième aspect, et certainement le plus important, c'est le conventionnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a
mis ensemble les acteurs autour de la table, on dit avec qui on va travailler. Donc on part du principe que les gens sont suffisamment intelligents en communauté pour se dire on va pas aller vers McDo. C'est pas 150 € de chèque, c'est on va aller vers les producteurs locaux. Donc un conventionnement avec les producteurs locaux. Et puis le troisième principe, c'est le financement basé sur la cotisation sociale. Donc un financement qui n'est pas un financement de l'État, mais par prélèvement. Donc ça, c'est aussi à déterminer ce que c'est comme une cotisation sociale, ce que c'est un impôt sur les entreprises. Ça, c'est encore à déterminer. Oui, parce que on rappelle que une des grosses douilles qu'on a prises sur la sécurité sociale, celle de la santé, ça a été notamment de faire passer de plus en plus le financement de la Sécu par l'impôt et par une case État, alors qu'au tout départ, je le rappelle, c'était géré uniquement entre... Et par une case mutuelle aussi. Oui, et par la case mutuelle, mais même avant ça, on était vraiment sur les travailleuses y cotisaient, ça allait dans la caisse, c'était géré entre nous, et l'État, il n'avait pas son nez à mettre dedans, donc c'est vrai que c'est hyper important. Donc si je résume bien, on a étape 1, on définit le montant du chèque, étape 2, on définit à qui on peut acheter avec ce chèque-là, et ensuite en 3, on voit comment on fait pour financer en cotisant, quoi. Ouais, ces étapes peuvent être simultanées. Oui. Mais en gros, c'est ces 3 principes-là qui sont... Alors, du coup, là-dessus, on peut annoncer qu'il y aura des supports sur la chaîne YouTube Ventre Presse, qui est notre partenaire, sur ce sujet-là. Mais d'ailleurs, une émission qui a déjà été aussi préenregistrée, sur laquelle la sécurité sociale et l'alimentation est abordée. Mais justement, moi, je voulais revenir sur le côté de l'expérimentation. Donc c'est prévu que ce soit dans la Vienne, dans les départements voisins, des choses qui se mettent en place. Et dans le cadre d'une expérimentation, comment on met en place cette histoire de financement ? Est-ce que c'est une subvention ? Est-ce que c'est Alors, l'expérimentation dans la Vienne, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, ce que je disais, on met en place, on se met autour de la table avec les acteurs. D'accord. Sur le financement, il n'y a rien de déterminé. Et ça peut être aussi, quand on parle de... Tu prends un panel de citoyens après de consommateurs, entre guillemets, pour faire l'expérimentation. Faut qu'on voit avec quels acteurs, quels partenaires vont vouloir se mettre autour de la table. Et il faut qu'on travaille aussi avec les syndicats sur cette question, les syndicats ouvriers, parce que salariés, parce que ça peut se mettre à l'échelle d'une grosse en place pour tester à l'échelle d'une grande entreprise aussi. On peut avoir des micro-échelles pour tester. L'objectif aujourd'hui, c'est de tester un maximum de choses en termes de sécurité sociale de l'alimentation. C'est des choses qui sont déjà faites. On voit dans des AMAP, par exemple, des paniers solidaires. Les adhérents vont payer leur panier 20 € de plus, qui permettra à une famille qui n'a pas les moyens. Bon, ça, on intègre ça dans la sécurité sociale de l'alimentation, bien que ça soit pas inscrit véritablement dans ces... Mais pour que ça fonctionne, en fait, il faut qu'il y ait du nombre. Ouais. Et donc, c'est un peu c'est le même principe qu'une coopérative, en fait. C'est plus il y a de monde, moins c'est cher, plus on arrive à se partager les choses. Ou peut-être là, je te raccourcis un maximum le truc. Non, mais oui, mais c'est comme tout ce qui fonctionne sur la cotisation, en fait. C'est que si tu veux pouvoir avoir cet effet où, de fait, ceux qui gagnent plus payent plus, et puis, enfin, de chacun selon ses besoins, à chacun les moyens, non, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, tu as besoin d'avoir suffisamment de monde, effectivement, pour que ça répartisse l'effort et que ça fonctionne comme il faut, quoi. Alors, je voulais pas forcément couper ce sujet, mais revenir sur quelque chose qu'on a dit avant par rapport aux élections de chambre d'agriculture. On parlait notamment de la coordination rurale, qui a notamment gagné en Vienne, mais aussi dans beaucoup d'autres départements. En regardant, disons, ce qui s'était passé en 2019, il y avait quand même, en 2019, un certain nombre de départements, à peu près une dizaine, où il y avait des listes d'alliances entre la coordination rurale et la confédération paysanne. Et historiquement, la coordination rurale, c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec Raymond Girardi il y a 2 semaines, qui en fait, c'était à la base pas forcément un syndicat, mais c'était à une époque, enfin il y a 20-30 ans, beaucoup plus large et pas forcément aussi politisé à l'extrême droite, même pas du tout à l'époque en tout cas, que ça l'est maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un truc qui a dérivé dans les 5 dernières années, ou pour qu'aujourd'hui ce soit, disons, un syndicat un peu hors de contrôle, en roue libre, et qui adopte des positions clairement violentes, qui appellent à des violences contre les agents de l'OFB notamment. Alors, moi, j'ai pas tous les éléments sur l'histoire de syndicat qui n'est pas le mien. Oui. C'est un syndicat de défense des petits paysans. Il y a eu des syndicats de défense des petits entrepreneurs.
C'était le poujadisme. Non, mais par exemple, il y a 5 ans, tu étais à la Confédération paysanne. Est-ce que tu avais des relations normales avec ce syndicat et que ça s'est dégradé depuis? Non, ça date d'il y a plus de 5 ans que la coordination rurale est déjà dans une dynamique de retranchement derrière ses propres intérêts sans prendre en compte la globalité du contexte dans lequel elle évolue. On est sur une simplification et de la lecture du système qui les amène à réagir comme ils réagissent. Et c'est vrai, c'est bien que tu renvoies sur le FB parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important à la Confédération paysanne, c'est de soutenir aujourd'hui l'État dans ses missions de contrôle sur les questions environnementales, puisque c'est pour nous un des éléments fondamentaux de notre métier, l'environnement. On subit de plein fouet le dérèglement climatique. On travaille essentiellement nous, paysans de la Confédération paysanne, à maintenir l'environnement dans des bonnes conditions de production pour ce qui nous concerne. Ceux qui ne le font pas doivent être sanctionnés et l'OFB y participe et on les soutient. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans nos actions, on évite de porter atteinte à l'intégrité physique des gens, ce qui se passe aujourd'hui dans certaines OFB. Et notamment par rapport à l'écologie, prochainement c'est l'anniversaire des 1 an de Sainte-Soline où la Confédération paysanne également avait été pour se battre contre les méga-bassines. Les méga-bassines, récemment, il y a eu un avis de justice qui donc les interdisait. Est-ce que la Confédération paysanne, quelles sont les positions historiques de la Confédération paysanne par rapport justement à l'irrigation de l'eau dans les champs, la gestion de l'eau, etc. Alors la Confédération paysanne est sur la question de l'eau à un point de vue clair, c'est-à-dire que l'irrigation en priorité aux cultures maraîchères et pas nécessairement culture maraîchère de plein temps, au plein champ, mais maraîchage diversifié et arboricole. Dans un deuxième temps, en temps simultané pour l'alimentation en eau des animaux et des personnes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut réfléchir à la répartition de l'eau, mais certainement pas avec des coûts énormes portés par le public au bénéfice de 5 ou 6 agriculteurs et à destination de cultures qui partiront sur des marchés européens, sur des marchés internationaux. Pardon. Mais nous, on est globalement, c'est assez clair et net. L'eau est une ressource qui doit être partagée entre tous et à des fins clairement productives, maraîchage et arboriculture. Ouais. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ce gros quart d'heure, 20 minutes de discussion. Donc on était avec Thomas Bartou dans l'émission Poitou Pop de la Confédération paysanne. On sera amené à se recroiser, que ce soit ici ou sur notre chaîne YouTube pour un format un peu plus long, vu qu'une demi-heure ça a été un peu short. Et donc, comme d'habitude, on peut finir l'émission avec notre Cinémarx présenté par Arthur. Putain. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Petite phrase de Jean-Luc Godard à l'occasion de quand il militait pour l'annulation du Festival de Cannes en 1968. C'est une histoire dont on pourrait parler d'ailleurs qui était assez sympa. Enfin bref, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Aujourd'hui, je vous parle d'un documentaire qui s'appelle La Cravate, sorti en 2020 et réalisé par Étienne Chailloux et Mathias Théry, à qui on doit déjà l'excellent La sociologue et l'ourson, dont je vous parlerai très certainement un jour. La Cravate, du coup, c'est un documentaire qui se déroule en 2017, pendant la campagne présidentielle. On y suit Bastien, un jeune de 20 ans, dans son quotidien, mais surtout dans sa vie de militant au Front National. Alors là, vous allez me dire, Arthur, t'as pété un câble, tu nous recommandes de regarder un film d'1h30 qui suit un facho. Détrompez-vous, le film n'est pas là pour faire l'éloge du Front National, ni pour banaliser l'existence du parti. Au contraire, les réalisateurs, par le prisme de ce jeune militant voulant monter en grade dans le parti, nous montrent de l'intérieur tout le processus de dédiabolisation qu'avait commencé à entreprendre à l'époque le Front National, et qui du coup a
sensiblement abouti ces récentes années. Donc au début du film, Bastien est justement présenté d'abord par ses hobbies avant tout. Il aime bien faire du laser game par exemple, ou il aime bien geeker ou jouer aux jeux vidéo. Puis s'il s'engage politiquement aux côtés de Marine, c'est simplement parce que c'est un jeune patriote et qu'il aime bien la façon dont elle parle, rien de plus. Mais au fur et à mesure du film, tel le Front National, son passé le rattrape. On apprend notamment qu'il fut à une époque membre d'un groupe d'extrême droite violent, ou alors on l'entend raconter une anecdote où il a balancé des insultes racistes. En plus de ça, le film a un caractère un peu méta, car Bastien lit en même temps qu'on l'entend la voix off qui va nous conter sa vie. Il voit donc toute sa vie étalée et se permet à certains moments de faire des remarques sur ce qui est écrit, mais quand il fait ça, il a tendance à s'enfoncer honnêtement. Puis, sans trop vous spoiler, vers la fin du film, Bastien a d'un coup un éclair de lucidité sur sa vie, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a, et sur ce qu'il fait, et c'est à mourir de rire. Donc, ça peut peut-être vous donner. Genre à la fin, il se réveille, il se dit oh là là, mais en fait, je suis un gros raciste ou pas? Je vous spoil pas. Et le film a aussi l'avantage de nous replonger dans une époque où on sort de 5 ans de Hollande, où Florian Philippot, que l'on voit beaucoup dans le film, est le numéro 2 du parti, et où Jordan Merdella, qui on le rappelle s'est chié dessus dans l'amphi N de Tolbiac, fait un caméo alors qu'il n'est encore personne. La voix off ne souligne même pas sa présence d'ailleurs. Enfin bref, le film agit comme une petite capsule temporelle. Si vous voulez regarder le film La Cravate, il est en ce moment disponible gratuitement sur la plateforme France.tv jusqu'au 7 avril. Merci beaucoup Arthur pour ton petit cinémarx. Yurigan, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je pense que c'est peut-être un film qui parle peut-être aussi de... Enfin, peut-être pas de moïsation, mais tout à l'heure on en a parlé un petit peu. Je rappelle le concept de moïsation, c'est qu'il y a eu toute une période où on était très confus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient confus, avec des gens ne savaient pas trop en tout cas ils étaient contre le système, ils étaient très radicaux dans certaines des positions, mais ils pouvaient à la fois avoir des positions très à gauche et d'autres très très à droite. Et puis on est dans une période de clarification, on sépare la mer rouge brune en deux, donc le concept de Paduring là-dessus. Donc ça m'a fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, sur la coordination rurale, etc., où il y a peut-être qu'à une époque ils étaient pas aussi très à droite qu'aujourd'hui, mais de fait, dans l'époque de clarification qu'on voit, ça menait, il y a des gens qui choisissent leur camp clairement quoi. Ouais, et choisissez bien votre camp parce que l'histoire retiendra vos noms. Alors voilà, c'est une belle fin d'émission. Merci encore à Thomas Bartou pour la Confédération Paysanne d'être venu aujourd'hui dans notre émission. Encore une pensée pour Pierre Alessandri qui s'est fait assassiner lâchement de 3 balles dans le dos alors qu'il fermait sa propriété en Corse. Une pensée pour lui et pour toute sa famille. On se retrouve dans 2 semaines pour encore parler marxisme, enfin communisme, enfin lutte des classes, enfin des trucs de gauche quoi. Autour de cette table, c'était Poitou Pop sur Radio Pulsar. À très bientôt.